Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. 24 heures après avoir été reçu en audience par le chef de l'État Patrice Talon puis le président de l'Assemblée nationale, hier lundi 11 juillet 2022, Maître Joseph Djogbenou démissionne ce mardi de son poste de président de la Cour constitutionnelle. Une information qui a surpris beaucoup de Béninois, qui se posent d'ailleurs la question de savoir les raisons profondes de cette démission. Des questionnements qui ont suscité un commentaire à la rédaction de Canal 3 Bénin. Vous aurez également droit aux commentaires des Béninois sur cette démission. Du côté de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, le top est donné pour la campagne électorale qui démarre ce mercredi 13 juillet 2022 à 0h. La campagne prend fin le vendredi 22 juillet à minuit. Les candidats sur les différentes listes en compétition disposent donc de 10 jours pour convaincre les électeurs. Les détails dans un instant. Dans ce journal, nous ferons également un flashback sur la célébration de la Tabaski, cette fois-ci avec l'association islamique des œuvres humanitaires qui a immolé 200 bœufs gracieusement distribués aux populations. Une manière pour les initiateurs de permettre aux indigents de partager la joie de la Tabaski. C'est à travers la 15e édition de l'opération dénommée Caravane Tabaski 2022. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'information a circulé comme une traînée de poudre et s'est très rapidement confirmé. Maître Joseph Djogbenou a déposé le tablier ce mardi. Le désormais ancien président de la Cour constitutionnelle passe le témoin ce mercredi 13 juillet 2022. Une information qui a surpris beaucoup de Béninois qui se posent d'ailleurs la question de savoir les raisons profondes de cette démission à quelques mois seulement des prochaines élections législatives. Une démission qui a également inspiré ce commentaire de la rédaction de Canal 3 Bénin. Reportage. Le communiqué signé du secrétaire général de la Cour constitutionnelle ne fournit aucun détail sur les raisons plausibles de cette démission. Du reste, une première dans le fonctionnement de la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Seule la date de passation de charge est connue. Mercredi 13 juillet, le président sortant Joseph Fifame Djogbenou passe le maillet au vice-président Razaki Amunda Issifou en attendant que s'enclenche le processus de désignation par la représentation nationale du remplaçant du conseil des missionnaires. La presse et les médias sociaux devront se contenter de ces quelques paragraphes du communiqué signé Gilles Badé. On retient du désormais ex-président de la Cour constitutionnelle l'intense activité de ce lundi 11 juillet 2022 où il a été reçu en audience par le chef de l'État Patrice Talon, ensuite par le président de l'Assemblée nationale, sans rien laisser filtrer de leurs échanges. En l'absence d'une crise d'institution et de toute autre crise politique, on est bien curieux de savoir pourquoi le réformateur de la justice constitutionnelle abandonne le navire en pleine zone de confort, passé la tempête des réformes et des contentieux portés devant elle. L'observateur avisé de la vie sociopolitique en pareille situation va tout de suite questionner le régime des incompatibilités, prévu par la disposition de l'article 115 de la Constitution. Il y est prescrit les compatibilités avec la qualité de membre du gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle, ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans les cas prévus à l'article 50, alinéa 3 de la Constitution. Si l'obligation de réserve n'est faite que pour les délibérations de la Cour constitutionnelle sur différents sujets, c'est donc un boulevard qui s'ouvre devant le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle. Et pour qui connaît son récent passé de militantisme politique, d'anciennes personnalités de premier plan de la société civile béninoise, on peut bien s'interroger sur la prochaine destination de l'avocat au barreau du Bénin. Joseph Fifame Djogbenou, né le 20 mars 1969 à Abomey, a été, faut-il le rappeler, candidat aux législatives, député élu de la 7e législature à l'Assemblée nationale, président de la commission des lois de la dite Assemblée. Le 7 avril 2016, il sera nommé garde des Sceaux après la victoire de Patrice Talon à l'issue du second tour de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Il sera choisi 2 ans plus tard parmi les 4 représentants nommés par l'Assemblée nationale pour siéger pour la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Élu le jeudi 7 juin 2018 par ses pairs présidents, il aura passé un peu plus de 4 ans à la tête de cette institution. 4 années de réformes approfondies, 4 années d'une justice constitutionnelle rendue avec célérité, en toute garantie des droits fondamentaux, de la personne humaine et des libertés publiques.
Grosse surprise pour les uns et un non-événement pour les autres, la démission de Joseph Diogbenou de son poste de président de la Cour constitutionnelle est diversement appréciée dans l'opinion publique. En attendant la passation de charges prévue pour ce mercredi, quelques citoyens apprécient la décision au micro de Canal 3 Bénin. Diogbenou a démissionné, c'est bien, parce que Diogbenou est un homme de droit. Je pense qu'il est en train de pratiquer la loi. Peut-être qu'il va aller aux élections. Et la loi a dit, quand tu occupes un poste, il faut démissionner 6 mois avant les élections. Donc, si Diogbenou démissionne aujourd'hui, moi, ça ne me surprend pas. Notre président Patrice Talon, il a le cerveau. Et avant l'heure, il pense ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Et il est en train de faire son plan. Il ne peut pas faire à perdre comme on passé, jamais. Comment il va classer son derrière, comment il va gérer son derrière, même s'il n'est pas là, celui qui va rester pour gérer son derrière, il va chercher. On peut dire ça, c'est un pipeau. Pourquoi je dis ça, c'est un pipeau? Lui-même, il n'a qu'à venir sur les chaînes pour parler que moi j'ai démissionné, moi je voudrais aller aux élections. Si ils ont démissionné pour aller aux élections législatives qui viennent dans 5 mois, je pense que pipeau, il ne peut pas sortir. C'est un non-lieu, c'est un non-événement chez moi, parce que connaissant Diogbenou et connaissant le président de la République, nous savons les liens parentaux qu'il y a entre eux. L'avocat personne du chef de l'État, ça veut dire qu'ils se sont déjà vus, ils se sont déjà entendus, et Diogbenou sait pourquoi il a démissionné, Talon aussi sait pourquoi il a démissionné. Alors, je pense que ce coup, personne n'est novice, le Benoît est assez mature, et tout le monde sait ce qu'il veut faire. Et Diogbenou va se présenter aux élections législatives, mais je pense que ça ne serait pas une bataille. Une bataille facile pour lui. C'est sûrement qu'il y a des promesses, il y a une espérance. Il y a des promesses, il y a sûrement un deal entre les hommes politiques. Et ce deal peut-être serait plus intéressant que ce qu'il a aujourd'hui, que le poste qu'il a occupé aujourd'hui. Donc voilà. Mais vous voyez, le timing est choisi. Le timing choisi pour, n'est-ce pas, déposer, n'est-ce pas, le tablier à la tête de la Cour constitutionnelle. Ce timing, on est à quelques mois des élections législatives, ça pourrait laisser penser à beaucoup de choses. Les supputations sont les bienvenues. On peut supputer, on peut dire que il veut être dans les starting blocks pour les élections législatives. On peut penser aussi, c'est une probabilité que, il envisage peut-être le père choix. On peut envisager aussi que s'il a posé cet acte, c'est qu'il se prépare dans la perspective des élections présidentielles de 2026. Toutes les probabilités, toutes les supputations, cette démission est la porte ouverte à toutes ces supputations. Mais le président Diogbenou n'est pas le seul capable de gérer la Cour constitutionnelle. Il y a d'autres qui peuvent gérer aussi la Cour constitutionnelle. Le président Diogbenou a dirigé la Cour constitutionnelle pour un temps et nous a démontré de quoi il est capable. Il n'a pas mal géré la Cour constitutionnelle. Non. Il a géré avec beaucoup de doigté, avec beaucoup d'intelligence. Donc s'il est parti, c'est sûr qu'il est parti pour des raisons que lui seul connaît. Le président Diogbenou, en sa qualité de citoyen et en sa qualité d'autorité, a le droit de démissionner. Un. Et deuxièmement, le président Diogbenou a le droit d'être candidat à l'élection législative prochaine. Je n'en sais rien. Ne vous plaignez pas. Peut-être qu'il a préparé un autre atterrissage. Moi, je suis ici à Alcrève, mais un bon matin, vous pouvez entendre que moi aussi j'ai démissionné. Pour me mettre à la disposition du peuple. D'une autre manière. Et en attendant les prochaines législatives qui suscitent beaucoup de calculs et des réajustements dans les états-majors des partis politiques, la campagne électorale de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin peut déjà démarrer ce mercredi 13 juillet à 0h et va durer jusqu'au vendredi 22 juillet à minuit. 10 jours durant, les différentes listes en compétition auront à convaincre et à inviter les électeurs à exprimer leur choix. Les élections auront lieu le dimanche 24 juillet 2022 dans les 546 bureaux d'arrondissement installés sur l'ensemble du territoire national. Nous allons suivre. Au nom du comité électoral,
je déclare ouverte la campagne électorale en vue de l'élection des membres de la Chambre consulaire des métiers de l'artisanat du Bénin. La campagne électorale est ainsi lancée par le comité d'organisation des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. À l'occasion, les dispositions réglementaires du décret 2022-193 du 23 mars 2022 portant régime électoral à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin ont été rappelées à l'assistance. Campagne ouverte pour demain, mercredi 13 juillet à 0h, et la campagne s'achève obligatoirement le vendredi 22 juillet à minuit. Article 17. Ouverture et durée de la campagne électorale. La déclaration d'ouverture et les modalités de déroulement de la campagne électorale sont fixées par le comité d'organisation des élections. Je vous prie donc, mesdames et messieurs, chacun en ce qui le concerne, à s'en tenir scrupuleusement au respect des dispositions de ce décret afin que nul n'en ignore. C'est pour la 3e fois que le gouvernement associe formellement la Sénat au processus électoral des membres des chambres consulaires. L'institution rassure de ce fait que le mandat qui lui a été confié sera exécuté conformément aux termes du décret et du mémorandum d'entente signé avec le comité d'organisation. Les différentes listes en compétition ont pu apprécier avec quel professionnalisme les équipes de la Sénat ont reçu les différentes déclarations de candidature en toute impartialité avec la courtoisie requise en la matière. En ce moment, la Sénat est occupée à la confection des kits du matériel électoral qui seront déployés dans les 546 postes de vote ouverts dans les arrondissements du Bénin. Ensuite, les agents électoraux des postes de vote et leurs superviseurs seront formés et atteindront vos électeurs le 24 juillet 2022 au lieu indiqué pour chacun d'eux. Il ne reste plus qu'à vous dire que tout se passera comme cela se doit et comme il faut, et que vous êtes invités à faire en sorte que les meilleurs gagnent. C'est sur ces mots que je vous renvoie à une campagne comme cela se doit. La Sénat compte sur chacune des listes pour faire une campagne loyale. Campagne au cours de laquelle les électeurs seront invités à exprimer leur choix. Les élections des représentants des artisans à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin sont prévues pour le dimanche 24 juillet 2022 de 7h à 17h dans les 546 bureaux d'arrondissement sur l'ensemble du territoire national. Parlons à présent de la première session ordinaire du Bureau indépendant d'évaluation du FAGAS. Il s'agit d'une instance créée par le Conseil des gouverneurs pour évaluer et améliorer la capacité de l'institution financière internationale afin de l'aider à respecter les normes en matière de gouvernance. Cette première session du BIE a permis aux membres de peaufiner la mise en œuvre des activités de la nouvelle instance pour atteindre les objectifs de la mission qui lui est assignée. Les travaux se sont déroulés ce mardi au siège de FAGAS à Cotonou. Comme vous le savez, le FAGAS a adopté une stratégie avec un certain nombre d'axes, dont un axe, c'est le renforcement de la gouvernance pour renforcer l'efficacité de cette institution multilatérale de financement de premier plan. Donc la première, c'est d'évaluer la performance des instances, des organes du FAGAS, à savoir le Conseil des gouverneurs, le Conseil d'administration et la Direction générale. On peut citer l'évaluation de la performance des activités du FAGAS, les projets, les programmes, toujours aussi dans un esprit d'amélioration et d'efficacité, se basant sur les meilleures pratiques internationales. La troisième fonction aussi essentielle, c'est de mettre aussi des avis sur la pratique du FAGAS
Quatrième, si je peux en citer, parce qu'il y en a d'autres, mais je vais me limiter aux 4 parce que le contexte ne s'y prête pas. Donc c'est aussi de suivre l'exécution des décisions, des recommandations du Conseil des gouverneurs. Nous avons commencé la première réunion ordinaire du bureau indépendant d'évaluation. Donc elle était consacrée à l'examen des textes créant cette institution, mais aussi nous avons examiné et approuvé la charte qui devra guider le fonctionnement du bureau indépendant d'évaluation. L'impact sera de grande portée. Premièrement, ça va renforcer l'efficacité de la gouvernance de l'institution. Le deuxième volet, c'est aussi renforcer le potentiel de mobilisation des ressources dont cette institution a besoin au niveau international. Donc, cette création participe de la dynamique récemment insufflée à cette institution, pour justement être au diapason et pour tirer le meilleur profit des opportunités de mobilisation de ressources en faveur des économies qui s'offrent au niveau international et régional. Donc voilà, c'est pour renforcer la gouvernance, pour renforcer la crédibilité et pour faciliter aussi la mobilisation des ressources et leur utilisation de façon efficiente et efficace. Retour dans ce journal sur l'actualité qui a battu son plein ce week-end, la célébration de la Tabaski. Cette fête qui se veut un moment de partage et d'entraide a été une fois encore marquée par des œuvres humanitaires. Dans le souci d'aider les indigents et les personnes défavorisées à partager aussi la joie de cette fête, l'Association islamique des œuvres humanitaires a immolé 200 bœufs gracieusement distribués aux populations, juste après la grande prière à la place Idi de Natitengo. Cette opération, dénommée Caravane Tabaski 2022, est à sa 15e édition. Retour sur les temps forts de l'événement dans ce reportage. Place Idi de Natitengo en ce jour mémorable de l'Aïd el-Kébir, édition 2022. Des bœufs immolés pour la circonstance, destinés à être distribués aux couches défavorisées de la commune de Natitengo et ses environs, qui n'ont pas eu de moyens pour s'acheter la bête recommandée, afin de sacrifier à la tradition d'Abraham. C'est la Caravane Tabaski 2022, une initiative purement sociale et charitable de l'Association islamique des œuvres humanitaires basée à Natitengo. Grâce à l'appui de ses partenaires turcs, cette association confessionnelle et apolitique permet aux personnes indigènes de la cité de célébrer la Tabaski dans la convivialité. L'événement de ce jour est dénommé Caravane Tabaski 2022. Et cette caravane consiste à distribuer la viande et les bêtes aux pauvres, à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter les bêtes, pour qu'ils fêtent dans la joie comme tout le monde. Et c'est pour cela l'Association islamique des œuvres humanitaires, nous organisons cette caravane chaque année, disons depuis 15 ans que nous organisons cette caravane pour que tout le monde ait un peu et fêter dans la joie. Au-delà de la cité de Nanto et ses environs, une vingtaine d'autres communes à l'échelle nationale bénéficient de cette œuvre. Si au total, un peu plus de 800 têtes de bœufs ont été mobilisées pour être distribuées au plan national, la commune de Natitengo, elle seule, s'en sort avec 200 têtes, au grand bonheur des bénéficiaires. C'est l'association AIOH qui nous a appelés de venir ramasser les bœufs pour Tabaski, pour aller partager ceux qui n'ont rien au village, avec les gens qui sont à Tangueta. On remercie Dieu. Les bœufs que l'association AIOH nous a fait un don. Chaque année, il faut un don pour aider les pauvres. Ceux qui ne peuvent pas acheter les bœufs ou bien les moutons pour faire Tabaski, ils sont là pour nous aider. Nous les remercions énormément. On les souhaite bonne chance. Une fois ces bêtes acheminées vers les localités d'accueil, les gigots sont distribués aux populations cibles. Avec ces petits gestes-là, ça nous aide à fêter
avec nos enfants. Nous sommes tous en joie. Tous en joie, c'est comme si on a aussi tué des bêtes. Donc on rend vraiment grâce à Dieu. L'association ne fait que prier pour eux chaque année pour que ça soit plus que ça. Grâce à cette viande qui vient d'être distribuée, chacune de ces femmes, une fois dans son ménage, partagera de bons moments de fête de Tabaski au même titre que ceux qui ont immolé leurs bêtes. Nous allons à présent faire la découverte d'un quartier qui s'est métamorphosé depuis quelques mois. Autrefois très insécurisé avec ses voies impraticables, à Zogbadia était, il y a encore quelques mois, l'un des quartiers d'Abomey-Calavi les plus craints par usagers et riverains. Mais aujourd'hui, les rues sont bien tracées et les lampadaires permettent désormais aux populations de vaquer librement à leurs occupations tard dans la nuit en toute quiétude. Allons découvrir le merveilleux visage que présente aujourd'hui Zogbadia. Voici le nouveau visage que présente la voie principale de Zogbadia dans la commune d'Abomey-Calavi. Autrefois dégradée et rendant difficile la mobilité aux riverains et usagers, cette voie a connu une métamorphose. De la clôture Ita à Bidosessi, en passant par le carrefour Zogbadia, les pavés sont bien dressés à la grande satisfaction des populations. Concernant l'amélioration de la voie, je vois que ça est très bien. Par rapport à l'année préparée, il y avait de l'eau et c'est difficilement pour que les étudiants puissent aller au cours. Maintenant, on a la facilité d'aller au cours. Bon, en temps, il y avait de l'eau, on ne pouvait même pas passer. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est très joli. Sauf que le carrefour, là, ils n'ont pas bien fait le carrefour, donc difficilement on arrive à traverser. Il faut qu'il y ait un rond-point pour que ceux qui veulent sortir savent par où ils vont passer. Et ceux qui veulent entrer, parce que pour traverser, il y a de difficultés. Sinon, hormis ça, ça va. Outre les pavés, l'éclairage public, des panneaux solaires ont été aussi installés le long de la voie, réduisant ainsi l'insécurité dans la zone. Désormais, les riverains et usagers peuvent vaquer à leurs occupations le jour comme la nuit, en toute quiétude. Les lampadaires solaires, tout ça, c'est bon. Bon, il y a la sécurité hier. Avant, tu ne pouvais pas sortir. À 22h, vraiment, tu es obligé de rentrer. On peut te gifler, mais prendre ta chose. On te dit encore de ne pas crier. Mais aujourd'hui, maintenant, même à 1h du matin, tu peux sortir librement. Après les désagréments causés par les travaux d'asphaltage, l'heure est à la reprise des activités. Tout au long des pavés, on constate la multiplication des boutiques de vente de divers articles. Désormais, tout le monde arrive à voir ce qui se trouve à l'intérieur des boutiques de loin. On vend plus qu'avant. Comme il y avait de l'eau, ça ne passait pas. Tout ce que le président fait, c'est bon, mais s'il peut toutefois relâcher un peu, c'est tout ce qu'on demande. Sinon, moi, des fois, je vends du pain à 50 francs pour les étudiants. Tout est cher, mais je n'ai pas le choix. Les impacts positifs du projet d'asphaltage sont bien visibles ici à Zogbadia comme dans plusieurs quartiers d'Abomey-Calavi. La praticabilité d'importantes voies et la reprise du cours normal des activités commerciales constituent les principaux motifs de satisfaction et de reconnaissance des habitants du quartier envers le gouvernement. Et pendant ce temps, le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou attend toujours sa réfection. Les boutiques qui ceinturent le stade sont vidées sur décision du gouvernement. Certaines sont déjà démolies, mais chose aussi curieuse que paradoxale, il y a des tenanciers de bars et de restaurants qui continuent de vaquer librement à leurs occupations sans être inquiétés. Une situation qui a suscité la curiosité d'une de nos équipes de reportage dépêchées sur les lieux pour mieux comprendre ce qui se passe. Voici le constat réalisé par Narcisse Alossé. L'esplanade du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou, des mois après l'ultimatum du gouvernement qui demandait aux tenanciers des boutiques, bars et restaurants de débarrasser le plancher. À côté des boutiques défigurées dont les occupants ont préféré se plier aux injonctions de l'État, il y a de la résistance, des commerces qui y sont visibles et à la vue de notre équipe de reportage, des comportements qui prouvent la posture de l'illégalité. Encore une bonne demi-douzaine de boutiques s'ouvrent ici quotidiennement et accueillent de la clientèle. Leurs tenanciers ont-ils reçu l'autorisation spéciale pour continuer leurs activités ou bravent-ils la décision du gouvernement? Nous sommes encore là parce que
Comme les gradins ne sont pas encore arrivés, c'est pourquoi nous sommes encore là. Notre patron a décidé de rester un peu pour le moment, en attendant que les choses arrivent, les gradins arrivent. Donc ce n'est pas un entêtement? Non, ce n'est pas un entêtement. Si les gradins arrivent aujourd'hui, maintenant on quitte aujourd'hui aussi. Pour la dissuasion, ils n'attendent que le déploiement des bulldozers. Une attitude aux allures d'incrédulité qui pour le moment profite à ses occupants. Sans taxes ni impôts à payer, ils continuent d'accroître leur chiffre d'affaires. Et ceci jusqu'au jour où le visiteur indésirable débarquera pour les travaux de réhabilitation annoncés autour du stade. Et parlons toujours du respect des décisions du gouvernement, la régulation du bruit est désormais actualisée en République du Bénin. Cette nouvelle disposition suscite diverses réactions dans le rang des gérants d'activités génératrices de revenus. Si pour les uns il est normal que l'émission du bruit soit régularisée pour ne pas porter préjudice aux autres citoyens, pour d'autres par contre cette décision qui sera bientôt appliquée sur l'ensemble du territoire doit prendre en compte certains facteurs d'allègement. Voici le reportage de la rédaction. Plus personne n'a le droit d'émettre du bruit au-delà de 70 décibels à l'intérieur des édifices et 60 décibels dans les zones agglomérées. Par ces nouvelles dispositions mettant à jour la mesure de réglementation de l'émission du bruit au Bénin, le gouvernement vise à réguler la pollution sonore. Les causes sont claires, les plaintes sont nombreuses et les acteurs les comprennent. Les voisins, ceux qui peut-être si on redonne chez eux ou bien ils sont indisposés, les bruits de nos machines les gênent. Mais nous sommes obligés de faire avec. Beaucoup se plaignent, mais l'État a jugé bon aussi de mettre les autres dans leur jargon, de se reposer un temps soit peu avant de pouvoir reprendre leur boulot. Donc il est normal que nous acceptions cela à l'État. C'est un bon décret. Parce que, sachant bien que la pollution sonore crée beaucoup de dégâts du côté de la santé, surtout de la population. Voilà, donc, ce qui fait que nous avons juste tout de suite opté pour la décision du gouvernement. Ces exigences ne consolident qu'une habitude pour certains qui respectent déjà ces normes depuis toujours, avec le décret d'août 2001 portant réglementation du bruit. On avait déjà l'habitude de respecter cette réglementation. Donc, on a juste continué dans le même sens, c'est ça. L'interdiction de certaines heures de travail, 13h à 15h et de 22h à 6h pour les jours ouvrables et 20h à 10h pour les jours de repos, n'est pas sans conséquence sur certaines activités professionnelles menées. Parfois, nous sentons que c'est un blocage pour nous, puisque parfois il y a des délais de livraison qui nous prennent sur le terrain ou deux chantiers en cours ne nous permettraient plus d'accéder à 2h, 2h30 de repos. Quand il y a des commandes, nous sommes obligés de revoir nos copies autrement ou d'augmenter des personnels pour se faire gagner du temps que de chercher à faire avec l'effectif qu'on a au début. Dans notre secteur d'activité, la pression est déjà à un certain niveau. Cette nouvelle réglementation en rajoute. Je prie donc le gouvernement de nous alléger la tâche pour nous permettre de souffler. L'application effective de cette nouvelle réglementation est le seul gage pour les artisans d'échapper à la répression prévue pour démarrer dans quelques mois. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Portez-vous bien.